Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes lectures du mois de février. J'ai lu 10 livres et j'ai super hâte de vous en parler, même si pour les premiers trucs que j'ai lus le mois dernier ça commence à remonter, donc c'est pour ça que ça va peut-être pas être très précis. Mais sinon je suis très contente de mon mois de lecture. J'ai eu des livres qui m'ont surpris et d'autres, mais surtout un qui m'a énormément déçue. Je perds pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, j'ai lu Aimé Gilles de Jeanne Haddad qui est publié chez POL. Et en fait, le truc, c'est que je l'ai lu à un moment où j'allais vraiment pas bien. C'était le moment où je me sentais le plus mal dans le mois et dans l'année globalement. Et donc, je pense que ça a un peu entaché mon expérience de lecture. Aimé Gilles, c'est un roman qui parle de Gilles, de Mathias et de Mathieu qui ont à peu près 25 ans et voilà, ils ont du mal à vivre et à s'adapter à la vie d'adulte, au fait de travailler, de galérer à payer les factures, de ne pas savoir ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie. Et ils décident du coup de partir en voyage tous les trois. Alors de base c'est juste Gilles et Mathieu je crois qui sont amis. Et Mathias va se rajouter à ce groupe. Et ils vont partir du coup dans un road trip dans le sud de la France. Et en fait c'est un peu étrange parce qu'on suit le point de vue de Gilles. Donc c'est elle qui raconte l'histoire et qui parle de Mathias et de Mathieu. Mais en même temps il y a des non-dits entre les personnages. Elle ne sait pas ce qui se passe entre ces deux amis. Nous-mêmes on ne sait pas forcément toujours ce qui se passe dans la tête de Gilles ou ce qu'elle vit. En tout cas elle a quelque chose en elle, quelque chose de cassé et elle essaye de fuir un petit peu ce truc. C'est vraiment un roman du non-dit. Et il y a des passages vraiment très beaux sur le fait d'être jeune adulte, sur l'amitié, sur les attentes que l'on peut avoir dans la vie. Et en fait, je pense qu'il y a certains passages que j'ai adorés, mais malgré le fait que c'est un road trip, il y a un truc très claustrophobique dans cette histoire. Il y a des choses vraiment pas forcément saines qui se passent entre les personnages. Moi de base je pensais que c'était un roman justement sur leur grande amitié. C'est le cas, mais il y a aussi des choses vraiment malsaines et des choses qui vraiment m'ont mise mal à l'aise. Et pas parce que je n'aimais pas les sujets, mais plutôt parce que justement je pense que ça a touché à un truc en moi que je veux pas forcément regarder. Et du coup, je pense que c'est un très bon roman. C'est très bien écrit. Jeanne Haddad, elle a une voix particulière, un style particulier. Et elle donne une identité vraiment propre à chacun de ses personnages. Mais voilà, je l'ai lu à un moment où j'allais pas bien. C'est un roman qui m'a fait me sentir mal. Je le conseille quand même et je lirai l'autre roman de Jeanne Haddad qui s'appelle Tony tout court. Mais voilà, malheureusement, je peux pas en garder un très bon souvenir parce que je l'ai fait cette lecture, comme je l'ai dit, un moment où ça allait pas et il m'a fait ressentir des choses assez douloureuses, on va dire. Ensuite, j'ai lu Kowloon Generic Romance, les tomes 4 et 5 et je vais en parler rapidement parce que j'en parle assez longuement en plus dans le vlog que j'ai posté il y a quelques semaines. Kowloon Generic Romance, j'ai dû vous en parler, vous faire un résumé dans ma vidéo de mes lectures de janvier, mais c'est une romance très mystérieuse qui commence simplement, mais plus les tomes passent, plus on a des éléments de science-fiction et d'Uchronie. Et en fait, on se retrouve avec des personnages qui ont des doubles ou qui du moins sont dans le corps de quelqu'un qui a déjà vécu avant mais ne se rappelle pas, n'ont pas de souvenir de leur identité propre. C'est le cas de l'héroïne et c'est à la fois une romance et en même temps une quête pour son identité et essayer de savoir comment on peut être la version absolue de soi-même. C'est un peu l'obsession de l'héroïne qui se dit que c'est pas parce qu'elle a pas d'histoire et que potentiellement elle vit la vie d'une autre qu'elle ne peut pas trouver une forme d'identité dans ce qu'elle vit, même si elle n'a pas les réponses. Elle veut essayer de trouver qui elle est, de comprendre comment vivre dans une existence qui de base n'était pas la sienne, mais comment composer avec cette existence pour en faire la sienne. Et moi c'était les thèmes que j'ai préférés. D'ailleurs les tomes 4 et 5 je les ai adorés, je pense que c'est mes préférés de cette série, avec je crois une préférence pour le tome 5. Et en fait là j'en parle rapidement parce que j'ai beaucoup aimé ces tomes là, mais là en début mars j'ai lu les tomes 6 et 7 qui m'ont beaucoup plus énervé sur certains points, qui m'ont moins marqué, qui m'ont moins plu. Et alors ça arrive de pas aimer tous les tomes d'une série de manga, j'ai juste peur que le manga prenne une direction qui me plaît pas trop. Donc je dirais que Kowloon Generic Romance, le début ça va, c'est sympa, ça casse pas trois pattes à un canard mais c'est cool. Plus ça avance vers le 4e, 5e tome, mieux c'est, moi j'aime beaucoup et j'espère simplement que les tomes 6 et 7, après c'est pas vraiment très grave, le manga change pas non plus complètement de direction, mais disons qu'à partir du tome 6 et 7 il y a plus de choses qui ont tendance à m'énerver. Je trouve que l'histoire ralentit, on raconte moins de choses, mais ça j'en parlerai dans la vidéo des lectures de mars, ne vous en faites pas. Tout ça pour dire que je vous conseille ce manga, mais sous réserve que ça ne parte pas dans une direction qui me plaît moins. Juste voilà, ce qui est rigolo, c'est que j'ai quand même mis un coup de cœur je crois sur le tome 5, mais c'est la suite qui m'a moins plu. Du coup c'est pour ça que j'en parle un peu en négatif, mais
Vraiment, je vous conseille cette romance. Je vous conseille ce manga si c'est des thèmes qui vous plaisent. Et voilà, très très bonne lecture. Ça m'a fait beaucoup de bien à une période où je me sentais pas trop bien. Et d'ailleurs, ça m'a remis un petit peu dans la lecture. À un moment, j'arrivais pas trop à lire, donc trop contente. Dans ce même vlog, j'ai lu un roman à écrire de Virginia Woolf. Ce sont des nouvelles et j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée dans Virginia Woolf si vous n'avez pas encore lu ces romans. C'est très court, hein. Chaque nouvelle est vraiment très courte et je trouve que elle, du coup, s'amuse peut-être encore plus avec des manières d'écrire différentes, puisque moi j'ai lu Vers le phare qui est mon roman préféré, Les Vagues, j'ai aussi lu Une chambre à soi même si c'est pas un roman, et j'ai lu certains de ses essais et c'est vrai que je m'attendais à trouver plus de stream of consciousness dans ces nouvelles, donc le flux de pensée, le flux de conscience qu'elle utilise pour vraiment livrer la moindre sensation de ces personnages et l'écrire et la transmettre au lecteur. Là, j'ai l'impression qu'elle s'amuse plutôt avec les thèmes de ces nouvelles, avec les motifs un petit peu, et l'écriture elle reflète bien je trouve les choses qu'elle raconte. Alors c'est des nouvelles donc je peux pas vous dire tout ce qui s'y passe, mais franchement j'ai trouvé ça très sympa. C'est des fenêtres sur la vie de personnages assez différents. On a deux écoliers qui grandissent, l'un qui devient politicien dans une nouvelle, qui fait une collection de plein de petits objets ou de petits cailloux. On a deux femmes qui regardent par la fenêtre en attendant que les hommes rentrent de la chasse. Il y a une narratrice au départ, peut-être l'autrice elle-même ou du moins un avatar de l'auteur qui regarde une femme dans le train et qui la voit partir et qui s'imagine toute sa vie et qui s'imagine la vie des personnages qui sont dans le train avec elle. Enfin, si c'est des choses qui vous intéressent, je vous conseille ces nouvelles. Moi, je pense que Virginia Woolf, je la préfère quand même dans ses romans, mais en tout cas, c'était une lecture assez courte, mais très agréable. Je lis peu de nouvelles, c'est pas forcément un type de texte qui me marque le plus, mais franchement, c'était très très chouette et je le recommande. Une autre lecture dont je parle dans le vlog, et c'est la dernière cette fois-ci, c'est Minuscule Folle Sauvage de Pauline de Tarragon. C'est une BD avec du coup des textes qui parlent de ce qu'a traversé Pauline de Tarragon qui allait mal et qui parle de dépression, qui parle de santé mentale dans cette BD. Les dessins sont hyper mignons, c'est vraiment très chou et en fait j'ai lu ça au meilleur moment possible parce que j'ai eu moi-même un diagnostic borderline ce mois-ci, donc au mois de février. Et en fait, elle décrit des choses que plein de gens traversent. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'un diagnostic borderline pour peut-être vous retrouver dans cette BD. Mais j'ai trouvé ça vraiment très beau, touchant. Je me suis sentie comprise, je me suis sentie lue, j'ai eu l'impression de me lire. Et il y a plein d'espoir aussi dans cette jolie BD. J'ai envie de suivre ce que fait Pauline de Tarragon parce que dans l'écriture et dans la manière dont elle évoque tout ça, même dans le choix qu'elle fait pour ses dessins, pour représenter des choses qu'elle décrit, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'intelligence et de douceur. Et globalement, voilà, je pense que c'est douceur le mot que j'associerais le plus à cette BD. Et je vous montre un petit peu certaines planches que je trouve très jolies, pour vous montrer aussi le style de l'artiste, puisque en plus Pauline de Tarragon n'est pas qu'autrice et dessinatrice, c'est aussi une chanteuse, donc je n'ai pas encore écouté ce qu'elle fait. J'avais dit que je le ferais, mais je vais le faire, promis. C'est juste qu'à chaque fois que je dis que je vais écouter quelque chose, je mets 6 mois à le faire. Mon copain en sait quelque chose parce que j'ai toujours pas écouté les albums qu'il m'a conseillé l'été dernier. Et c'est rigolo parce que voilà, elle fait aussi des planches avec par exemple ses œuvres doudou, les choses qui lui font du bien. Et elle parle du fait justement ouais, de vivre une vie qui correspond un petit peu plus à soi-même, à son enfant intérieur. C'est peut-être des concepts qui vous parlent. Je trouve que ça n'en fait pas trop non plus en mode développement personnel. Donc voilà, coup de cœur pour Minuscule Folle Sauvage de Pauline de Tarragon. C'est le genre d'œuvre, je pense, que l'on garde dans sa bibliothèque. Moi, j'ai hâte de relire ça dès que ça ira pas, la voir avec moi, la faire lire à mon copain et vraiment gros coup de cœur. Donc si ça vous parle, je vous enjoins fortement à la lire. J'ai ensuite lu La folie de ma mère de Isabelle Flatan que j'avais acheté sur un coup de tête en janvier. Et je suis très très contente parce que c'est une œuvre coup de poing selon moi. C'est un petit texte sur l'enfance et la relation que Isabelle Flatan a eue à sa mère quand celle-ci a commencé à tomber vraiment dans la psychose. Et je l'ai trouvé que c'était très très bien écrit. C'est une plume qui va droit au but, assez simple, mais qui vraiment est très intelligente et qui vraiment... ouais, est comme un coup de poing quoi. Chaque phrase a une brutalité, même une phrase simple, c'est très bien écrit. J'ai du mal à décrire cette plume, mais c'est vraiment très bien écrit. Ça peint aussi le tableau d'une enfance dans les années 60 avec des proches qui étaient
très libertaires et qui voulaient laisser à leurs enfants le plus de liberté possible, mais dans certains cas et dans le cas de cette autrice, c'était surtout une excuse pour ne pas s'occuper de ses enfants. Et au final, ça ne crée que des enfants en manque d'affection et complètement paumés. Et la deuxième partie est aussi très violente parce qu'on voit les crises de cette mère et on voit les sentiments un peu doux amers de Isabelle Flatan, mais ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'elle ne va pas faire de longs paragraphes sur ce qu'elle ressent. Parfois, on voit cette femme vivre des choses terribles et vraiment difficiles avec sa mère. Et il n'y a pas de commentaires sur comment elle se sent parce que, en fait, tout est déjà dit. Et ça montre aussi à quel point, quand on est proche de personnes qui vont mal, parfois on est juste en manque de mots. Et je me suis aussi retrouvée un peu dans ce texte. J'ai aussi pensé à des comportements de personnes autour de moi. Et heureusement pas aussi fort et j'étais pas dans la position de l'autrice. Mais voilà, très déroutant, vraiment pas forcément facile à lire, mais vraiment j'étais happée par ma lecture, je l'ai lu très rapidement et ça m'a parlé et ça m'a touchée sur des choses que je ne lis pas forcément souvent en littérature. Donc vraiment La folie de ma mère d'Isabelle Flatan, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est vraiment un texte étonnant mais très beau et qui me marque vraiment beaucoup. J'y pense assez souvent, très bien écrit, donc voilà, je vous conseille La folie de ma mère de Isabelle Flatan. Si vous me suivez sur Instagram, je ne poste pas pour avoir une audience sur Instagram. En fait, de base, mon Instagram me sert juste à recenser mes lectures depuis 2017, je crois. Juste faire une jolie photo, bon, pas toujours jolie, de mon livre. Et comme ça, j'ai tous les livres que j'ai lus depuis 2017. J'adore faire ça. Pendant un temps, mon Instagram était privé. Mais là, c'est juste, voilà, si vous voulez me suivre et voir en direct mes lectures, si ça peut vous plaire, vous pouvez le faire. Mais si vous suivez mon Instagram, vous avez peut-être vu des stories concernant cette prochaine lecture. Et sinon, vous pouvez peut-être voir que j'ai fait un post avec ce livre et j'ai juste écrit nul en légende, rapide, efficace. Il s'agit du Grand Feu de Léonore de Récondo. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis déçue et à quel point je suis en colère. Mais vraiment, c'est rare qu'un livre me mette aussi en colère. Je pense que je n'ai pas ressenti ça depuis des années. Je crois même que je n'ai pas ressenti une telle colère pour un livre de ma vie. Et c'est fou parce que si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que c'est le livre qui me tentait sans doute le plus de l'année. Et je suis juste dégoûtée par ce bouquin en fait. Je vais vous expliquer. Dans Le Grand Feu, on suit Hilaria qui naît dans une famille de couturiers à Venise. Et sa mère va décider qu'il faudra que Hilaria consacre sa vie au chant. Donc elle va la mettre à la Pietà, qui est une institution pour des jeunes filles qui sont souvent orphelines, qui sont du coup enfermées entre les murs et qui deviennent musiciennes, qui sont formées notamment par Vivaldi, qui est présent dans le roman. Et donc au départ, on a cette description de ce couvent avec ces jeunes filles qui courent dans les couloirs, qui apprennent la musique, qui découvrent les émotions que l'on peut ressentir en entendant de la musique et en jouant, en apprenant à jouer cette musique. Et le roman est écrit dans un langage très poétique, très fleuri, mais quand même relativement simple. Je trouve que la plume en faisait trop. Moi perso, au tout départ, quand j'ai commencé, je me suis dit c'est pile ce que je voulais. C'est une plume simple qui parle de la beauté et qui m'évoque des lieux, des scènes, des ambiances, des sentiments doux et beaux et qui m'élève un peu, même si c'était quand même très simple, hein, voilà, c'était pas, la plume n'est pas vraiment magnifique, mais ça me faisait du bien, c'était ce que je cherchais. Et plus le roman passait, plus je me disais ça avance pas, mince, pourquoi je pensais qu'on allait suivre Hilaria dans sa vie, on allait la voir devenir adulte, et au final on se consacre sur son adolescence, et pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses qui me choquent. Et en fait, ce que je pensais être un roman sur l'émancipation d'une femme par la musique, le courage, la force d'un personnage féminin qui grandit dans un lieu peu commun, mais qui en même temps va essayer de bousculer un petit peu les codes de son époque, et juste un énième roman qui romantise la servitude des femmes de l'époque, qui romantise la pédophilie, j'y viens, et qui nous vend une romance hyper convenue, hyper attendue avec le premier mec venu qui en plus objectivise le personnage principal Hilaria qui a 13 ans. Son âge à lui n'est pas précisé, mais c'est précisé qu'il est plus vieux. Voilà. Il y a une scène où Hilaria se baigne dans l'eau avec sa meilleure amie et le grand frère de sa meilleure amie qui va du coup être son prétendant. J'en ai rien à faire de vous spoiler parce que ça arrive assez tôt et il se passe rien dans ce roman, donc voilà. Lui va la regarder son corps sous sa chemise trempée
et avoir envie de faire des choses pas très catholiques avec elle. Elle a 13 ans, hein, c'est précisé. Et ça gêne pas l'autrice déjà de décrire le corps de cette jeune fille avec une plume ultra sensuelle et en décrivant vraiment ce que voit ce garçon sans le décrier parce que c'est pas du tout une critique du désir de ce garçon. Et vous savez, c'est même pas ce qui m'a choqué le plus parce que c'est des choses que l'on peut lire malheureusement bien souvent. Il y a le personnage de la mère supérieure, je sais même pas comment elle s'appelle, je sais pas si c'est une abbesse ou non une prêtresse, je ne sais plus, qui en fait gère ce couvent, qui gère ces jeunes femmes. Et elle a tous les mois une fille différente qui vient l'aider le matin à s'habiller et qui lui amène, je crois, son petit déjeuner ou un truc comme ça. Et évidemment, Hilaria, 13 ans, 14 ans, ça va être elle qui va pendant un mois s'occuper de cette mère supérieure, on va dire. Et on va voir le point de vue de cette femme, donc cette vieille femme, cette adulte, mais qui a aussi à sa charge toutes ces jeunes filles depuis des années, depuis qu'elle occupe ce rôle, qui va commencer à décrire Hilaria et dire... Voilà, c'est toujours une plume hyper poétique, hyper soignée, très simple, mais en même temps, c'est des choses suggérées. Mais quand même, il ne faut pas être bête pour comprendre que cette mère supérieure, elle a des pensées, encore une fois, pas très catholiques envers cette fille de 13-14 ans, alors que c'est la supérieure, voilà, que toutes ces jeunes filles, et notamment des jeunes filles généralement orphelines, elles sont sous sa coupe, en fait. Enfin, c'est une situation de supériorité, de domination. Mais en plus, il y a une phrase à un moment qui suggère que par le passé, quand elle était un peu plus jeune, cette mère supérieure, elle se tapait bien des jeunes filles au petit déjeuner, quoi. Elle se tapait bien ces jeunes filles qui étaient désignées pour s'occuper d'elle le matin, l'aider à s'habiller. Et ce n'est à aucun moment décrié. Ce n'est absolument pas décrié dans le roman. C'est juste un roman qui fait l'éloge de la grâce parce que, évidemment, Hilaria, 13-14 ans, quand on décrit son corps, quand on l'écoute faire de la musique, quand on parle du grand feu, le grand feu d'Hilaria, c'est pas sa passion pour la musique, je vous précise. Et ben en fait, on pense à la grâce parce que c'est fou comme elle est sensuelle, cette jeune fille, c'est fou comme elle inspire, voilà, tellement de sentiments de grâce qu'on en a presque envie de la malmener et de l'agresser. Parce que oui, je trouve que tous les personnages adultes qui décrivent le corps de cette jeune fille en parlant de la grâce, pour moi, c'est juste des prédateurs. Et le fait que personne, mais je dis bien personne, dans toutes les reviews que j'ai vues de ce bouquin, ne parle de ça, le fait qu'à aucun moment dans le roman, on critique ça, à aucun moment les personnages prédateurs sont tournés en dérision ou où il y a quoi que ce soit dans la plume qui nous indique que l'autrice, elle critique ça, j'ai trouvé ça écœurant, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et ça me met tellement en rogne que j'ai besoin d'en parler longuement, que j'ai du mal à trouver mes mots. Et ce livre, je le recommande à personne. Et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que même sans ces éléments que j'ai trouvés ultra problématiques, et j'espérais avoir mal compris, mais plus je lisais, plus ça se confirmait. Au-delà de ça, cette héroïne, je pensais qu'elle allait être libre, on nous la vend comme une jeune fille très spontanée, qui est sûre d'elle, et ben elle finit par tomber amoureuse d'un garçon, et dès que ce garçon n'est plus là, et ben évidemment sa vie à elle est finie, parce que la vie de toute jeune fille qui tombe amoureuse doit dépendre absolument d'un mec minable qu'elle rencontre la première fois qu'elle met le nez dehors. Évidemment. Enfin bref, c'était nul. Je ne lirai pas d'autres romans de Léonore de Recondo, hein, moi qui avais tellement hâte. C'est mort, ça m'a trop énervée. Et je finirai en disant que c'est pas parce que vous écrivez un roman qui se passe à une époque où les jeunes filles étaient mariées très tôt qu'il faut romantiser la pédophilie. Voilà la team. On va passer à un peu plus de douceur. J'ai lu Gokinjo, une vie de quartier, le premier tome de Ai Yazawa. C'est l'anthologie de plusieurs chapitres publiés dans des magazines puisque si vous tapez Gokinjo sur internet, les premières couvertures ne ressemblaient pas à ça. D'ailleurs, les premières couvertures avaient un dessin ultra pixelisé et enfin, c'était vraiment... Vraiment les couvertures peut-être de l'époque, j'en sais rien, mais ça n'avait pas du tout la qualité de cet objet livre là parce que j'adore cette nouvelle édition de Gokinjo et de toute façon ça a été écrit et publié il y a 30 ans, donc c'est pour ça que c'est une très bonne chose qu'il y ait eu une nouvelle couverture et une nouvelle édition. Dans Gokinjo, une vie de quartier, on vit tout simplement la vie de deux personnages dont j'ai déjà oublié les prénoms parce que j'oublie tellement vite les prénoms des personnages dans les mangas. Ces deux personnages, donc cette jeune fille sur la couverture et son amie, ont grandi ensemble. Ils vivent l'un en face de l'autre dans un même immeuble et aujourd'hui ils sont au lycée, dans un lycée d'art qui propose plein de sections différentes. Par exemple, notre héroïne, elle veut lancer sa marque de vêtements, elle veut être styliste et on va les voir. Ils ont toujours été amis, ils se disputent, ils se chamaillent comme deux amis évidemment et vous vous en doutez, il y a une romance qui va naître, mais en même temps il y a beaucoup de malentendus. On découvre tous leurs amis, le cast entier de personnages autour d'eux, et c'est très mignon. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, j'adore cette expression, désolée. Mais j'adore le style d'Ai Yazawa, et c'est vrai qu'en fait cette histoire, elle a été écrite
plein de fois. Moi de base j'en ai marre dans les mangas de cette trame narrative de lycéens qui découvrent l'amour et leurs amis, en fait il se passe pas grand chose. Parce que je trouve que c'est très vite répétitif, mais là en l'occurrence ce que j'ai adoré dans Gokinjo c'est le style de Ayazawa. Déjà je trouve qu'elle dessine très bien, j'adore son style de dessin. Et surtout j'adore son humour. L'humour d'Ayazawa est tellement drôle et je pense qu'on n'en parle pas assez parce que Ayazawa elle est surtout connue pour son manga Nana, qui est mon manga préféré. Et Nana c'est ultra lourd à certains moments, c'est vraiment dur parce qu'elle met des bâtons dans les roues de ses personnages, parce qu'elle leur fait traverser des choses tellement difficiles que c'est impossible de ne pas être touché par ce que vivent les personnages de Nana, parce que vraiment c'est dur, hein. Il y a certains moments où je terminais un tome de Nana et je ne faisais rien pendant 1 heure, je regardais le mur en face de moi pour essayer de vraiment assimiler ce que je venais de lire. Et en fait du coup je pense qu'on parle pas de son humour qui est aussi très présent dans Nana, qui donne une fraîcheur à toutes ces histoires, qui les rendent un peu intemporelles aussi, parce que j'en ai parlé je crois dans ma vidéo de pile à lire pour le mois de mars, mais j'étais très surprise d'apprendre que ce manga avait été écrit il y a 30 ans parce que je trouve son humour pas du tout daté. Je trouve que c'est vraiment intemporel, encore une fois je me répète, mais ça n'a pas mal vieilli. Ça peut être lu maintenant, ça aurait pu être écrit maintenant, ça aurait pu être dessiné maintenant, ça ne m'aurait pas choqué. Et c'est ce que je trouve le plus chouette avec Ayazawa, son style de dessin, son humour. Elle crée des personnages super attachants et j'ai appris grâce à vous que Paradise Kiss c'est la suite de Gokinjo. Donc j'ai bien fait de demander ça, ou plutôt de dire à mon copain quand on était dans une librairie de manga et de lui dire « Ah tiens, j'aimerais bien les avoir » parce que du coup il me les a offerts pour Noël. Donc voilà, je vais lire la suite au mois de mars et j'ai hâte de vous en dire des nouvelles. Mais si voilà, vous avez envie de lire un truc sympa, sans prise de tête, rigolo, bien écrit et attendrissant, je vous conseille Gokinjo. On va passer à ma meilleure lecture du mois. J'ai enfin lu Madame Bovary de Flaubert. J'étais pas sûre d'y arriver parce que j'ai mis du temps à démarrer, mais à la fin du mois, je ne lisais que ça. J'étais vraiment à fond dans Madame Bovary. Je suis tellement contente de l'avoir lu parce que évidemment, c'était à prévoir, mais j'ai adoré. Madame Bovary, je ne vous présente pas ce roman, c'est un roman que beaucoup ont lu au lycée. Simplement, allez, si je vais vous le présenter quand même parce que c'est le but de cette chaîne. On suit une jeune femme qui s'appelle Emma et qui va épouser un médecin de campagne qui s'appelle Charles Bovary. Et elle, au départ, elle sort du couvent. Au couvent de base, elle voulait vraiment s'investir dans la religion, mais finalement elle a commencé à lire des romans, notamment des romans sentimentaux, et elle a commencé à fantasmer et à vouloir elle-même une vie faite de grandeur, faite d'amants qui viennent la sauver. Et c'est quelqu'un qui adore romantiser sa vie. Je pense que elle aurait été influenceuse de lifestyle en 2025, mais avec du goût quand même, parce que madame méprise facilement les autres personnages qui autour d'elle vivent dans la vie de tous les jours, mais du coup sont un peu loin de ses attentes très romantiques par rapport à la vie qu'elle aurait aimé avoir. Et donc vous vous en doutez, Madame Bovary, elle va s'ennuyer ferme dans la campagne avec son mari Charles. Tous les deux, ils vont déménager dans un nouveau village que Flaubert a inventé, qui se trouve en Normandie, mais c'est lui qui l'a inventé. Et on va rencontrer tout un cast de personnages, tous plus drôles les uns que les autres, parce qu'il y a des personnages tellement drôles dans ce roman. Et petit à petit, ça va être la descente aux enfers, puisque Madame Bovary, à force de vouloir vivre une vie au-dessus de ses moyens et surtout ne jamais être satisfaite de ce qu'elle a et toujours rêver de plus et toujours vouloir plus, elle va précipiter sa chute. Et c'était très beau. Et moi, un truc qui m'a... Non, il y a plusieurs choses qui m'ont surprise dans Madame Bovary. Déjà, j'ai trouvé que Madame Bovary, c'était à la fois plus drôle que ce que j'avais pensé, mais aussi beaucoup plus triste. Et vraiment ça m'a surpris parce que j'avais étudié un peu Flaubert à la fac, j'ai étudié des extraits, je trouvais que c'était très bien écrit et que ça se lisait très bien. Et Flaubert, il a une manière de décrire qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il s'amuse avec les termes et les verbes qu'il emploie pour faire des descriptions. Je crois que Flaubert, il me semble, si je me rappelle bien mes cours, il voulait écrire des romans qui soient le plus fluides possible, qu'on puisse vraiment s'imaginer, voir en lisant, sans forcément chercher des effets de style, mais en voulant faire ça, du coup, il a un lexique tellement incroyable et je pense que du coup, il y a des effets de style très intéressants puisque... son objectif est atteint. Moi je me défilais vraiment le film vraiment sous les yeux, pourtant je n'ai pas vu de film ou d'adaptation de Madame Bovary. Et en même temps ouais, il utilise des verbes d'action pour ses descriptions. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'à la fois on s'en rend pas compte en mode ah tiens il fait ça, tiens il fait ça. Mais en fait c'est en ça que je trouve que tout le roman est extrêmement vivant et que ça se lit comme on regarde un film en fait. Et du coup même quand on est avec Emma qui attend que le temps passe, qui regarde par sa fenêtre, qui fait pas grand chose,
bah en fait on ne s'ennuie pas. Enfin moi perso je me suis pas ennuyée parce que ouais c'est vivant, c'est un bouquin vivant. Voilà, je saurais pas mieux l'expliquer. Et bah, j'ai trouvé ça aussi très drôle. Je trouve qu'il y a des scènes à mourir de rire avec certains personnages. Il y a une scène où Emma et le personnage Rodolphe regardent une cérémonie où il y a le préfet qui est là depuis l'étage de la mairie. Et Rodolphe essaye de convaincre Madame Bovary de faire quelque chose. Et on voit leur discussion, en fait, chacune de leurs paroles est entrecoupée du discours d'un personnage qui fait un discours vraiment très très long sur le village, la communauté, etc. Et mais vraiment, je pouvais éclater de rire en lisant et ça arrive pas si souvent que j'éclate de rire en lisant et je m'attendais pas que ça arrive avec Madame Bovary. C'est très drôle, très intelligent et quand je dis que c'est aussi très triste, c'est que moi, elle m'a fait trop de peine aussi Madame Bovary. D'autres personnages aussi m'ont fait de la peine, mais notamment bah, les derniers chapitres qui sont vraiment pas joyeux. J'étais vraiment dans un état où je me disais waouh, c'est déprimant au max parce que je pense qu'on est tous un peu Madame Bovary sur certains aspects. Il faut essayer de pas trop l'être évidemment, mais je me suis vue aussi dans ce roman. J'ai pas aimé ce que j'ai vu et c'est vrai que ouais, il y a des moments où elle était si désespérée et des moments où les personnages pouvaient passer par des états tellement difficiles que j'angoissais avec eux, j'angoissais avec Charles quand il comprenait pas pourquoi il avait beaucoup de dettes. J'angoissais avec Madame Bovary quand elle avait peur que autour d'elle se soit su qu'elle avait fauté. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, j'ai adoré, j'y pense tous les jours depuis que je l'ai terminé et ça me donne vraiment envie de lire d'autres classiques. Après je sais que chaque auteur de classique est différent évidemment, mais j'ai envie de retrouver ce feeling que j'avais en lisant Madame Bovary parce que c'était incroyable et du coup j'aimerais beaucoup lire autre chose de Flaubert évidemment. J'aimerais beaucoup lire Salammbô, d'ailleurs je voulais lire Salammbô avant de lire Madame Bovary mais j'ai jamais fait. Je sais que c'est hyper différent parce que ça se passe pendant les guerres puniques, donc à l'Antiquité, mais voilà, pour Madame Bovary, gros coup de cœur. Et je sais d'ailleurs que si je veux un peu retrouver ça, on me conseille souvent pour ceux qui ont aimé Madame Bovary, Anna Karénine qui est dans ma pile à lire et dans les 25 livres que je veux lire pour 2025. Donc Anna Karénine, ce sera peut-être au mois d'avril. My bad, j'ai complètement oublié un livre, du coup quelque chose que j'ai lu avant Madame Bovary et ça va être hyper rapide. J'ai lu Lysistrata d'Aristophane parce que spoiler, on met en scène cette pièce dans ma troupe de théâtre cette année. Moi de base je ne devais pas retourner dans cette troupe de théâtre parce que bah, j'étais partie faire mes études ailleurs. Mais je suis revenue, j'ai vu mon prof de théâtre, il m'a dit viens et du coup je suis là. Je vais juste prendre quelques répliques par-ci par-là quand ça n'a pas été distribué. Mais du coup Lysistrata, j'avais étudié la littérature grecque donc je savais de quoi ça parlait. Je n'avais pas lu d'extrait. Heureusement, c'est sur des femmes qui veulent faire la grève du sexe pour que leur mari arrête la guerre du Péloponnèse et c'est comme ça qu'elles comptent retrouver la paix. C'est leur dire vous pouvez pas nous toucher et tant que vous n'avez pas fait la paix, vous ne pourrez pas nous toucher. C'est une satire de la société, ça se moque des hommes, ça se moque aussi de certaines femmes, ça se moque de tout le monde en fait et en soi je trouve ça hyper intéressant mais c'est hyper cru et je ne pensais pas être prude, d'accord, je ne pensais vraiment pas être prude. D'ailleurs il y a toute une préface qui explique voilà le choix des mots et la difficulté de traduire des textes hyper crus comme ça parce qu'à l'époque dans le grec que parlait et qu'écrivait Aristophane c'était déjà très cru. Ouais, je ne m'attendais pas à lire autant de mots grivois dans un texte et dans de la littérature et surtout pas mettre ça en scène au théâtre. Parce que du coup, moi j'ai cette gêne parce que je suis pas, j'aime bien faire du théâtre mais je suis pas non plus voilà une grande comédienne, pas du tout. J'étais terriblement mal à l'aise en lisant ce texte. Après voilà, ça reste intéressant. J'aurais aimé que ce soit un peu plus long ou que ça aille plus en profondeur sur le sujet et que ce soit pas juste des blagues grivoises tout le temps, tout du long. Qu'il y ait plus de satire justement. J'aurais aimé plus de critiques tangibles de la société, des mœurs des hommes que autant de trucs grivois. Mais voilà, c'est que mon avis. Après, je m'attendais pas à faire cette lecture de base, j'en pense pas grand chose. Je pense que ça va être rigolo à mettre en scène quand même. Mais voilà, tout ça pour dire que moi qui ne pensais pas être prude, bah ça m'a mis une claque. J'ai réalisé à quel point je suis facilement mal à l'aise quand je lis ce genre de choses. Donc je ne peux pas vous conseiller Lysistrata, mais c'est ma 10e lecture du mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que j'ai pas mal défoncé le grand feu de Léonore de Récondo parce que j'étais très énervée, mais d'habitude j'aime pas forcément être aussi virulente quand je parle de bouquins, j'essaye toujours d'être dans la nuance. Donc voilà, je suis quand même contente parce que je vous ai dit tout ce que je pensais, j'essaye toujours d'être sincère au max sur ce que j'ai à dire. À voir si au montage je suis pas un peu gênée de me dire oh là peut-être que je vais un peu trop loin, donc n'hésitez pas à me dire si vous
vous avez lu ce bouquin ou s'il y a d'autres bouquins qui vous mettent en furie comme ça et vous êtes aussi dans cette position où c'est difficile de s'en prendre à un texte parce qu'on pense aussi à l'auteur ou l'autrice qui est derrière et qui a mis du temps, de l'énergie, de l'amour dans son bouquin. Mais là en fait c'est tellement des choses que je peux pas laisser passer que c'était important pour moi de le dire. Et voilà, c'est juste un peu délicat. Je mets juste ce point en fin de vidéo pour dire que bah ouais, c'est pas toujours facile de savoir comment se positionner quand on critique du contenu, quel qu'il soit, quand on critique de l'art en l'occurrence. Et du coup, voilà pour la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu au mois de février, ça m'intéresse toujours. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.